Mesdames, Messieurs, bonsoir. En direct du Centre Expo Cogeco Drummondville, bienvenue au Souper du maire 2019. Un événement unique en son genre, co-organisé par la Ville de Drummondville, la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond et la Jeune Chambre de commerce de Drummond. Cette année, c'est sous le thème Concertation 360, le bonheur sous tous ses angles, qu'il s'entretiendra avec vous. Veuillez accueillir le maire de Drummondville, votre maire, M. Alexandre Cusson. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là en aussi grand nombre. On me demande souvent quand je me promène, c'est quoi le secret de Drummondville? Je rencontre des gens, ils disent, ça va bien chez vous, les gens investissent, les gens sont heureux, les organismes font du bon travail, vous faites des campagnes de financement pour l'hôpital, pour l'université, pour tout le monde. On dirait que l'argent tombe des arbres. Comment ça se fait que c'est comme ça à Drummondville? Et je pense que c'est le thème du souper de ce soir. C'est qu'à Drummondville, on se concerte. À Drummondville, on travaille ensemble. À Drummondville, on ne se demande pas à qui ça va profiter en premier. Est-ce que ça va profiter à moi en premier? Mais on se dit, est-ce que ça va faire avancer notre communauté? Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est un privilège pour moi d'être le maire de Drummondville et de pouvoir, avec vous, faire en sorte qu'on avance, faire en sorte qu'on fasse plus pour nos gens, faire en sorte qu'on soit toujours de plus en plus heureux à Drummondville. Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on doit faire. S'assurer qu'ensemble, le travail qu'on fait, l'implication qu'on a, fait en sorte que la qualité de vie de nos gens est meilleure. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable d'attirer des travailleurs. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de s'installer chez nous, que des entreprises vont choisir Drummondville, que des commerces vont dire « Hey, il y a quelque chose qui se passe là et on va y aller », que des organismes qui rendent des services à notre population, des services communautaires, des services de santé, que ces organismes-là vont avoir le goût de s'investir à Drummondville. Donc, le thème, la concertation, c'est ça. Et c'est ça qui est, selon moi, le secret de Drummondville. Alors, ce soir, je vais développer avec vous autour de quelques thèmes, des thèmes qui me paraissent être, et je me trompe peut-être, qui me paraissent être des enjeux importants, des priorités qu'on doit se donner au cours des prochaines années. Ce soir, j'ai souhaité me concentrer sur ces enjeux-là, 5 enjeux en particulier. D'abord, l'enjeu de l'éducation, l'enjeu de la santé. Vous allez dire, bien, il me semble que c'est des enjeux qui sont davantage provinciaux que municipaux. Pourquoi? Bien, parce que quand on parle de qualité de vie, quand on parle de développement d'une communauté, quand on parle de concertation, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et il ne faut pas se gêner pour s'impliquer, il ne faut pas se gêner pour donner du temps, pour amener des idées et pour faire en sorte qu'on progresse comme communauté. Évidemment, je vais vous parler d'environnement, je vais vous parler de changement climatique, etc., parce que c'est un défi incroyable qu'on doit rencontrer au cours des prochaines années. On n'est plus à l'époque de se demander comment on va y faire face, on est à l'époque d'y faire face. Il faut prendre des décisions dans l'action. C'est ce qu'on essaie de faire comme conseil municipal, jour après jour, dans les décisions qu'on prend. Parler de Drummondville sans parler de développement économique, je pense que ce serait impossible. On a vécu au cours de la dernière année, je vous dirais, une transformation de notre société de développement économique. On va en parler un petit peu. Évidemment, bonheur, concertation, on va parler de qualité de vie, qualité des services municipaux. Et finalement, bien, on vous l'a dit, on est très heureux ce soir d'ailleurs. Pierre Thibault, Jérôme Lapierre sont avec nous, 2 architectes avec qui on a le plaisir de travailler depuis presque 2 ans maintenant sur le projet de la Fortissimo. Et pas plus tard qu'hier, alors vous allez vraiment avoir des nouvelles en primeur, pas plus tard qu'hier, le conseil municipal a adopté le scénario final de développement que je vais vous présenter ce soir avec les prochaines étapes de développement de ce site-là. Et je terminerai évidemment avec quelques mots sur la situation financière de la ville et pourquoi, justement, on a les moyens de nos ambitions. Si on va avoir les moyens de nos ambitions comme société, il y a une priorité qu'on doit adopter. Une priorité qui ne doit pas être celle des discours, qui ne doit pas être celle d'une semaine en février ou de quelques événements comme ça pendant l'année. C'est toute la question de l'éducation, de la persévérance scolaire. Il y a quelques semaines, on avait le bonheur d'accueillir Laurent Duvernay-Tardif, qui était le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. Évidemment, là, ça a attiré beaucoup de monde. Beaucoup de monde. J'ai des collègues du conseil qui étaient très heureux de rencontrer Laurent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un d'extrêmement, je vous dirais, inspirant, motivant. C'est important qu'on utilise ces porte-paroles-là, mais c'est important que comme gens d'affaires, comme gens qui sont impliqués dans les organismes, partout,
on n'oublie pas notre responsabilité, la responsabilité qu'on a pour faire de l'éducation une véritable priorité. Parce que si vous regardez les débats qu'on a récemment ou qu'on a, et il faut les avoir, ces débats-là aussi, est-ce qu'on se demande souvent comment on devrait appuyer nos écoles et tout ça? Non, on parle beaucoup de la taxe. Hein? Est-ce que la taxe scolaire va baisser? On le souhaite, on espère que la taxe va baisser. On nous a promis qu'elle baisserait, il y en a qui en ont rajouté. Oui, OK. On parle aussi, est-ce qu'on doit garder la structure, modifier la structure, etc. Mais pendant qu'on fait ça, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'on propose à nos jeunes dans les écoles? Est-ce qu'on fait des véritables débats sur les choix de société qu'on a à faire, qu'on a à poser au cours des prochaines années? Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et comment ça peut devenir une priorité? Comment chacun d'entre nous peut s'impliquer en faveur de ça? Bien, c'est évidemment, c'est en parler. C'est de soutenir nos organismes, d'être présents, encourager nos jeunes. Hein? On a ici à Drummondville la chance d'avoir tout niveau confondu, qu'on parle du préscolaire, du primaire, du secondaire, du collégial, de l'universitaire, des institutions publiques, privées qui livrent la marchandise, qui travaillent pour notre communauté, qui sont impliqués. Il y a plein de gens du secteur de l'éducation qui sont ici ce soir et on apprécie votre présence. Mais il faut être là, nous aussi, pour ces gens-là. C'est aussi de faire des choix dans nos organisations, placer la formation dans nos priorités, faire en sorte qu'on va permettre à nos employés, on va permettre à nos collaborateurs d'aller, je vous dirais, chercher une formation qui est adéquate, qui va permettre de développer notre milieu. C'est de développer des collaborations avec le milieu scolaire aussi. C'est extrêmement important de le faire. Ces gens-là ont besoin d'être appuyés. Et je vous invite à le faire, à vous demander comment dans vos organisations, comment comme individu, vous pouvez davantage appuyer l'éducation. Et je vous dirais qu'il y a un élément qui est extrêmement important, c'est de dire comment on peut aussi amener de l'information pour faire en sorte que l'État, en matière d'éducation, soit plus agile, que notre commission scolaire, que notre cégep, que nos établissements privés, lorsqu'ils veulent développer des programmes, bien, ils n'attendent pas 5, 6 ou 7 ans avant qu'on leur dise que ça a bien de l'allure de répondre à ce besoin-là, qui, soit dit en passant, n'existe peut-être plus parce que ça fait 7 ans qu'on y a pensé. Récemment, dans une rencontre avec le Journal des Affaires, il y a des gens du milieu de l'éducation qui disaient que ça prend jusqu'à 7 ans à partir du moment où on identifie un besoin en éducation pour que les autorisations soient données pour le faire. Il est temps que ça change. Mais ça, il faut en parler. Dans votre travail, dans vos implications, vous rencontrez des gens qui, comme vous, peuvent faire la différence. Il faut leur en parler. Alors moi, je vous invite à faire une priorité de l'éducation pour que ça réponde à nos besoins. Et on a à Drummondville des besoins importants en éducation. Je vous invite à écouter une première vidéo où le président de notre commission scolaire, Maître Jean-François Hull, va nous parler des défis qu'on a à relever en éducation. Le thème du bonheur nous interpelle en éducation publique parce qu'une de ses sources est le sentiment de compétence. Et c'est votre commission scolaire qui est chargée de le faire naître chez les élèves de notre communauté. À cet égard, je suis fréquemment témoin de superbes initiatives dans votre commission scolaire. Oui, l'école a changé, elle offre de nombreuses voies d'apprentissage. C'est avec reconnaissance que j'affirme que la Ville de Drummondville est un partenaire de choix dans la réalisation de cette essentielle mission. Ça se traduit de nombreuses façons, notamment par une récente entente d'échange de terrain qui nous permettra, si le ministère de l'Éducation le veut bien, qui nous permettra donc de construire nos nouvelles écoles secondaires et primaires rendues absolument nécessaires. Je vous invite à faire de l'amélioration de la réussite éducative un véritable objectif de MRC, un projet rassembleur. Bref, l'éducation publique primaire et secondaire pour tous est une affaire de communauté. Il importe plus que jamais de préserver le droit des citoyens d'être maîtres d'œuvre de l'éducation publique sur leur territoire. Et ça suppose le renforcement de la démocratie scolaire et non son abolition. Je profite donc de cette tribune pour vous demander d'adhérer à cette idée pour le mieux-être de tous nos élèves et de notre population. Bonsoir à tous. Et la plus belle chose dont j'ai envie de vous parler maintenant là-dessus, c'est que depuis janvier 2016 et après 5 ans à la mairie, c'est probablement
le sujet qui me rend encore le plus heureux de ce qu'on a réussi ensemble comme communauté, les conseils municipaux qui nous ont précédés, la communauté d'affaires, la communauté éducative, c'est qu'on parle maintenant aussi de notre campus universitaire et qu'on parle d'université quand il est question d'éducation à Drummondville. Quand on regarde les taux de diplomation, par exemple, au niveau universitaire, bien, on voit que 16 % des gens au centre du Québec ont des diplômes universitaires. Au Québec, c'est 29 %. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce n'est pas parce qu'on est moins fin que les autres. C'est parce qu'on n'a pas eu chez nous cette possibilité-là jusqu'en 2016. Et il se fait un travail extraordinaire à notre campus qui maintenant offre des dizaines de programmes, plus de 30 même, je pense. 1150 étudiants en plein temps partiel à la dernière rentrée, à la rentrée de janvier. Moi, je me rappelle d'un fonctionnaire au ministère de l'Éducation il y a quelques années qui nous avait fait une prévision. Il avait dit, ça va varier entre 0 et 3 le nombre de nouveaux étudiants universitaires, des gens qui ne seraient pas allés à l'université, puis vous allez avoir de la misère à atteindre, puis c'est vrai, là, 0 et 3, c'était écrit sur une feuille de papier, et vous allez avoir de la misère à atteindre vos prévisions. Moi, je soupçonne ce fonctionnaire-là d'avoir été replacé dans la planification des écoles primaires et secondaires. C'est là maintenant qu'il se retrouve. Donc, il va falloir... Je pense que la retraite pourrait être vraiment une option. On dépasse toutes ces prévisions-là. C'est beaucoup grâce au travail de toute l'équipe et, entre autres, je vous dirais, d'un recteur exceptionnel, d'un recteur qui fait progresser l'UQTR et qui croit beaucoup à ce qu'on peut développer à Drummondville. Je vous invite à écouter Daniel McMahon. Alors, bonsoir à tout le monde. Cette année, l'Université du Québec à Trois-Rivières fête ses 50 ans et comme vous pouvez le voir sur la photo qui vous est présentée actuellement, dès la première année, l'interaction avec la Ville de Drummondville était très importante en matière de formation. On a franchi d'ailleurs un jalon hyper important avec la Ville il y a déjà 3 ans, puisque l'ouverture du campus s'est faite en janvier 2016. Et déjà, on est à pied d'œuvre pour la prochaine étape qui est ce qu'on appelle le SNIMI, le Centre national intégré du manufacturier intelligent, pour lequel on a complété tous nos travaux de représentation auprès du gouvernement. Et vous le savez, notre ministre régional, M. Lamontagne, en a fait une priorité. Alors, dès la fonte des neiges, nous serons prêts, nous, à passer à l'attaque sur la réalisation de cette autre phase importante du développement de l'Université du Québec sur le campus de Drummondville. Et ça, c'est un projet exceptionnel, le SNIMI. Pourquoi c'est un projet exceptionnel? Parce que quand je vais vous parler tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre puis des mesures qu'on doit mettre en place partout au Québec pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre-là, je vais vous parler de l'importance de développer le manufacturier intelligent. Je vais vous parler du retard, en fait, je suis en train déjà de vous en parler. Je vais vous parler du retard que le Québec a pris à ce niveau-là. Nos entreprises, pour survivre, pour demeurer compétitives, n'auront pas le choix que d'investir du côté de l'automatisation, de la robotisation, devront connaître les possibilités qui s'offrent à elles pour être de plus en plus productifs, compétitifs. Et ça, là, ce qui est intéressant, c'est que personne aujourd'hui peut dire « Ah ben ça va-tu enlever des jobs? » Non, parce que premièrement, des jobs, on en a plus qu'on a de monde, donc ça va nous aider. C'est extrêmement important ce qui se prépare là. Et non seulement, ça va être merveilleux pour nos entreprises ici à Drummondville, mais ça va être pour le Québec un outil exceptionnel qu'on va avoir chez nous, dans un campus extraordinaire, parce qu'ils nous ont promis qu'ils feraient encore une fois un bel immeuble, qu'ils vont s'assurer de bien faire les choses, parce que c'est un campus qu'on aime, c'est un campus qu'on veut garder vert, c'est un campus qu'on veut près du centre-ville, on veut que ça demeure un milieu de vie. Et déjà de voir arriver le 2e pavillon, on l'espère, voir sortir ça de terre bientôt. Aujourd'hui, j'entendais que le budget du Québec serait le 21 mars, le jour du printemps. C'est peut-être un signe qu'il y aura des beaux projets qui pourront naître à ce moment-là, mais on y croit. On va l'appuyer. J'espère que vous l'appuierez également. Nous, la Ville de Drummondville, on a dit à la Fondation de l'UQTR qu'on serait là, comme dans la première phase, avec une contribution d'1 million de dollars de la Ville pour soutenir le développement du SNIMI. Nous, on a mis une petite condition de rien, vous savez, Monsieur le recteur, c'est que ça doit être dans un bâtiment neuf sur le campus. On ne veut pas qu'on amène nos étudiants dans un sous-sol, dans des espaces disponibles. Ce n'est pas le projet de l'UQTR de toute façon, mais pour nous, c'est important de le dire que ça va avec le développement du campus de l'UQTR. Donc, il y a des projets. Il y a surtout à Drummondville
une effervescence au niveau de l'éducation qu'il faut soutenir. Je vous encourage à le faire. Et si on a cette effervescence au niveau de l'éducation, si on a davantage de gens, ça veut dire qu'on va aussi avoir peut-être un petit peu plus de gens dont on devra s'occuper au cours des prochaines années. Ça m'amène à vous parler brièvement, mais à vous parler de santé. Et ce soir, j'ai le goût de vous dire que c'est important qu'on ajuste les services qu'on rend aux gens de Drummondville. Quels sont les meilleurs moyens? Je peux vous dire qu'on en discute beaucoup à porte close. On ne va pas faire ça ici, mais on doit réfléchir aux structures qu'on met en place, s'assurer qu'on est reconnu, nous assurer que les structures qu'on va mettre en place sont des structures qui nous permettent d'identifier les besoins du Centre du Québec, les besoins de Drummondville, de la MRC Drummond, et surtout qu'on mette en place une planification stratégique, ou appelez-la comme vous voudrez, mais une planification qui va nous permettre de répondre à ces besoins-là. Et ces besoins-là, c'est d'abord et avant tout la réponse qu'on va y accorder, pour moi, qui va être une véritable reconnaissance du Centre du Québec en matière de santé. Et ça, des mesures, on va en avoir besoin. Hein? On le dit, plus de jeunes, plus de naissances. On a un magnifique centre famille-enfants qui a été ouvert, mais on a aussi des gens qui vieillissent. On aura besoin d'infrastructures pour accueillir ces gens-là. On nous parle des nouvelles maisons des aînés, on a des idées pour eux. On va soutenir ça. Évidemment, c'est important de le faire parce que, vous le savez probablement, mais Drummondville est une des villes au Québec qui accueille, en termes de gens d'autres régions du Québec, donc qui décident d'immigrer chez nous, si on peut appeler ça l'immigration du Bas-Saint-Laurent vers le centre du Québec et Drummondville, mais c'est ici qu'il y a le plus grand nombre de retraités qui viennent s'installer. Donc, des gens qui passent en dessous du radar des naissances, des emplois, etc., qui choisissent Drummondville. Bon, pour la qualité de vie, qui choisissent Drummondville parce qu'ils vont vendre une maison dans une grande ville comme Montréal et ici, pour une fraction du coût, ils vont avoir une aussi belle maison. Le reste, ça va être leur nouveau fonds de pension. Ils viennent s'installer ici parce que comme 70% du Québec est à moins de 90 minutes, les enfants, les petits-enfants sont plus proches. Mais ces gens-là, à un moment donné, ils vont avoir besoin d'aide, ils vont être moins autonomes. Il faut donc être prêt à les accueillir, avoir les places nécessaires pour les recevoir. Donc ça va être important. Ça nous prend du personnel qui est consacré au Centre du Québec, qui pense en premier lieu au Centre du Québec quand il vient le temps de mettre en place des mesures. Et ça passe par des nominations, ça passe par des décisions rapidement. C'est un besoin pour nous, c'est un besoin pour soutenir notre développement, c'est un besoin aussi pour nos organismes communautaires qui ont besoin d'être reconnus. Et on a identifié, on en a parlé en campagne électorale, on a identifié un déficit de soutien pour les organismes du Centre du Québec. Il faut que ce soit corrigé rapidement et on va continuer de faire des représentations pour que ce soit fait. Ce qu'on veut, d'abord et avant tout, ce sont des leviers décisionnels ici au Centre du Québec, ici à Drummondville et rapidement. C'est important pour notre communauté. Mais on sait qu'ils ont des défis à relever parce que la pénurie de main-d'œuvre qui nous touche, elle touche aussi le monde de la santé. Ils nous disent des budgets pour embaucher des infirmiers, des infirmières. On en a. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble à la qualité de vie. Parce qu'il y en aurait peut-être pas mal plus de monde si on était capable de combler ces postes-là. Il faut reconnaître que ça vient toucher aussi les services de proximité qui sont si importants et qu'on veut absolument voir se développer chez nous. Alors, il y a des enjeux au niveau de la santé. On espère que les prochains mois seront porteurs de bonnes nouvelles, mais d'abord et avant tout pour notre monde, pour les gens qui ont besoin de services, pour les gens qui ont besoin de rencontrer des professionnels de la santé, qui ont besoin d'espace où ils peuvent se retrouver, pour soutenir nos organismes communautaires aussi. Et ça, c'est très important et on va continuer. Je peux vous dire que mes collègues du Centre du Québec, les tables des MRC, les gens de la région de Bécancour, de Nicolette, des gens de Victoriaville, des gens de l'Érable, c'est important pour eux qu'on fasse vraiment une place pour offrir ces services de proximité-là au Centre du Québec et rapidement. Et on a l'appui de nos élus là-dessus. On va travailler avec eux pour trouver les meilleures façons d'y arriver au cours des prochaines semaines. Dans les défis qu'on a à relever, je l'ai mentionné tout à l'heure en disant qu'il faut en parler, il faut surtout agir. C'est tout ce qui touche l'environnement, ce qui touche les changements climatiques. Au début, on disait, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, les changements climatiques, comment ça nous impacte, comment ça touche la ville. Les changements climatiques, pour certains, c'est juste le réchauffement. C'est plus que ça. Les changements climatiques, c'est des écarts de plus en plus grands.
qu'on peut observer au niveau de la température. Puis j'aurai quelques chiffres à vous donner là-dessus dans quelques instants. Donc, la réduction des gaz à effet de serre, il faut mettre en place des moyens pour y arriver rapidement. On va vous parler un peu ce soir de ce qu'on fait ici à la ville de ce côté-là. D'ailleurs, quelques petites statistiques, puisque c'est l'hiver. De ce temps-là, on me parle beaucoup de nids de poules. C'est rare qu'on m'en parle aussitôt dans l'année. Je me promène dans d'autres villes du Québec. Je vous rassure, il y en a ailleurs. Si vous voulez aller vous promener ailleurs, vous allez en voir. Il y en a partout. Hein, parce que les nids de poules, c'est formé comment? C'est formé par l'eau qui entre dans une fissure quand il y a un dégel. Puis quand ça regèle, bien, ça finit par éclater. Et c'est là qu'on a un nid de poule. Normalement, dans un hiver, on a quelque chose comme 7 à 8 épisodes de redoux, là. Gel, dégel. 8 en moyenne au cours des dernières années. On a vécu en fin de semaine la 14e de l'hiver, le 14e épisode de gel, dégel. Ça, il n'y a rien de pire. Puis les plans d'asphalte étant fermés pendant l'hiver, bien évidemment, ce sont des réparations temporaires. Alors, ce qu'on a décidé de faire à la Ville cette année, on l'a annoncé dans le cadre du budget, c'est de créer une réserve financière liée aux conditions météo. Pas spécifiquement au changement climatique, vous allez dire qu'il y a probablement un lien, mais vraiment une réserve qui dit, bien, il y a des années où on déneige beaucoup plus, où il y a des années où, pendant l'été, il y a énormément de gros orages qui génèrent des dépenses importantes. Puis il y a d'autres années où c'est plus tranquille. Alors, plutôt que de dire « Wow, ça a été tranquille cette année, on va faire d'autres choses avec ça, on va faire une patinoire de plus ou autre chose », non. Cet argent-là va s'en aller automatiquement dans une réserve, ce qui va faire en sorte que l'année où il y aura des dépenses supplémentaires, on ne vous dira pas « Bien, écoutez, excusez-nous, cette année, on va augmenter vos taxes parce qu'il n'a pas fait beau l'hiver passé ». Ça va être pris automatiquement dans cette réserve-là. Alors, on est content parce qu'on va mettre de l'argent un petit peu de côté des résultats de 2018. Peut-être qu'ils vont être utilisés rapidement en 2019, mais il y a là une réalité importante avec laquelle on doit composer. Et quand on parle de s'ajuster, de mettre des mesures de l'avant, justement pour assurer une certaine stabilité dans les revenus et dans les dépenses de la Ville, bien pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc, évidemment, il y a aussi des investissements nécessaires de plus en plus importants au niveau de l'entretien de nos voies de circulation. À titre d'exemple, en 2014, on a investi à peu près 3,8 millions de dollars là-dessus. En 2018, on a dépassé 10 millions de dollars. Réfection de chaussées, réfection d'infrastructures souterraines. On veut séparer les réseaux où ça n'a pas été fait. On tente de profiter, évidemment, toujours du plus grand nombre de subventions possibles du gouvernement de ce côté-là. Un des moyens de réduire les gaz à effet de serre, hein, c'est un moyen qu'on connaît bien, c'est celui de la mobilité durable. Mobilité durable, hein, faire en sorte qu'on ait d'autres moyens de se déplacer que l'auto solo, cette dépendance-là qu'on veut réduire. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire que parce que je marche, il faudrait que tout le monde marche, ou parce que d'autres viennent travailler en vélo, qu'il faudrait tous qu'on aille en vélo, etc. Ce n'est pas ça. Mais c'est de se dire quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on fait à Drummondville pour faire en sorte que c'est plus facile de se déplacer en vélo, à pied, de prendre les transports en commun. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner le goût aux gens? Alors, on s'est donné comme mandat, tout de suite après l'élection de 2017, de produire pour septembre 2019 un plan de mobilité durable qui va identifier des objectifs pour les prochaines années, mais aussi des moyens qu'on veut mettre de l'avant. Et je vous invite à écouter mon collègue John Husk qui va nous en toucher quelques mots. Donc, qu'est-ce que la mobilité durable? Il s'agit de développer les transports de façon à tenir compte de ses impacts sociaux, économiques et environnementaux. C'est-à-dire qu'on va vouloir considérer les impacts du vieillissement de la population, encourager les saines habitudes de vie par l'exercice physique, réduire la congestion routière et réduire les émissions de gaz à effet de serre. En mobilité durable, la voiture aura toujours une place significative, mais on va vouloir diversifier les modes de transport pour donner une place plus sécuritaire et juste à tous les usagers de la route, peu importe leur mode de transport, comme la marche, le vélo et le transport en commun. Donc, un plan de mobilité durable pour la Ville signifie que la Ville va vouloir se doter d'une vision à long terme à ce sujet. Concrètement, on parle de développer les infrastructures pour la marche et le vélo, améliorer le service de transport en commun et arrimer l'aménagement du territoire avec le transport en commun. Merci et bonne soirée.
Alors, j'en profite pour souligner le travail que fait Jeanne dans ce dossier-là. C'est un dossier important qui demande l'implication de plusieurs services municipaux. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Ça va nous amener à faire des choix. On va les expliquer. On a déjà écouté les gens parce qu'il y a eu une vaste consultation en 2018 où plusieurs dizaines de personnes sont venues donner des idées, sont venues nous dire qu'est-ce qui les préoccupait, qu'est-ce qui pour eux autres était important de ce côté-là. Et il y a évidemment des éléments qui ont fait l'objet de consensus, pas encore fait l'objet de décision, parce que des fois, on peut tous être d'accord. Je pense que si on faisait un sondage ce soir, il n'y a personne ici qui refuserait d'être millionnaire, mais malheureusement, ce n'est peut-être pas possible. Donc, on doit faire des choix. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. Mais les gens nous disent là-dessus, vous savez, à Drummondville, là, compétitionner la voiture, ce n'est pas toujours facile. Les feux de circulation sont bien synchronisés, en tout cas, la plupart du temps. Les trajets sont courts, en 5-10 minutes, on se déplace facilement d'un point à l'autre. Alors, pour trouver des solutions efficaces, des solutions conviviales, ça demande de la réflexion. Ça demande vraiment des idées qui sont novatrices. Et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Et la mobilité durable, encourager les gens à prendre d'autres moyens, bien pour moi puis pour les membres du conseil, ça ne se fait pas en écœurant les autres. Ça ne se fait pas en allant creuser des nids de poules la nuit pour que ce soit désagréable de se promener en auto. Ça ne se fait pas en désynchronisant les feux de circulation ou en faisant faire des détours à tout le monde. Ce n'est pas ça. Sensibiliser, se concerter, c'est autre chose que ça. Alors, évidemment, certains ont proposé, par exemple, qu'on accorde une plus grande priorité aux piétons au centre-ville. D'autres ont dit, bien, il faut justement trouver une façon d'avoir, et je pense qu'on l'a de plus en plus au conseil et dans nos services, d'avoir un réflexe mobilité durable, un réflexe piéton, un réflexe cycliste dans les nouveaux aménagements. Évidemment, ça va toucher le transport en commun. Comment ça va toucher le transport en commun? Bien, d'abord, on va mener une révision complète du service qu'on offre. À Drummondville, on a développé un service où les trajets sont de durée égale et tous les véhicules transitent par un terminus urbain à côté de notre bibliothèque publique, et c'est de là que les circuits partent. Donc, si on veut ajouter un petit détour dans une rue, bien, on vient briser la demi-heure, il y a une problématique. Donc, on est en train de réfléchir au concept d'utilisation. On se demande comment on va desservir les parcs industriels. Parce que dans le passé, on a fait des tentatives, il y a très, très longtemps, il y a eu des tentatives de fait. Ça n'a pas été concluant, parce que vous comprenez que mettre un autobus en place qui sert un petit peu le matin, puis un petit peu l'après-midi, puis plus du tout, ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire. Donc, il faut être créatif, il faut chercher des moyens de desservir nos parcs industriels, et ça, c'est une priorité de votre conseil municipal. Il faut augmenter l'accessibilité. Il faut que ce soit facile de prendre l'autobus. Alors, on vient de se lancer dans des commandes qui vont nous permettre ultimement d'avoir dans nos autobus le paiement possible par carte de crédit. Très rapidement, on embarque dans l'autobus, on n'est pas obligé de courir au dépanneur pour s'acheter un billet, mais c'est facile de prendre l'autobus. On est en 2019. Donc ça, c'est un moyen qu'on veut mettre en place. On va améliorer l'efficacité par l'installation de GPS dans les véhicules. On va savoir où sont les véhicules, à quelle heure ils vont arriver, comment on va être capable de les utiliser. Mais pour y arriver, on va avoir besoin d'aide. On a besoin de soutien financier. Au Québec, actuellement, et au Canada, parce que c'est le fédéral et le provincial qui sont impliqués là-dedans, on subventionne les infrastructures. Donc, on paye des autobus. Si il n'y a pas de chauffeur dedans, ce n'est pas grave, la ville va le payer. Il n'y a pas de soutien aux coûts d'exploitation. Et c'est ce qu'il faut corriger. Les villes au Québec mettent 2,5 milliards par année dans le transport en commun. Dans une ville comme Drummondville, on n'est pas propriétaire de nos autobus. Parce que même si on obtenait une subvention, ça nous coûterait probablement plus cher ultimement d'être propriétaire de nos véhicules, les gérer. Donc, on va en sous-traitance, on fait un appel d'offres et on octroie le contrat. Donc, ça veut dire que des infrastructures, on n'en a pas. On a quelques abribus. Alors, à chaque année, plutôt que d'avoir des centaines de milliers de dollars, bien, des fois, on nous envoie 62 000, des fois, on nous envoie 3 500. On a même, là, je vous en ai déjà parlé, une année reçu une subvention de 870 $ pour un support à vélo qui nous a demandé à peu près 2 000 $ de reddition de compte. Ensuite, quand il est venu le temps de dire ce qu'on avait fait avec le support à vélo, on a mis des vélos dessus. C'est ce qu'on a fait, mais c'était long écrire tout ça. Donc, il faut soutenir les coûts d'exploitation du transport en commun pour les villes au Québec. Et c'est simple ce qu'on dit au gouvernement, il y a le Fonds vert. Il vient d'avoir un rapport qui a été mis sur le Fonds vert qui dit qu'il y a là-dedans un éparpillement de mesures dont plusieurs fonctionnent plus ou moins.
Alors, ce qu'on dit, le monde municipal dit, bien, écoutez, investissons cet argent-là dans ce qui marche, soutenons les coûts d'exploitation du transport collectif, du transport en commun. Et si on faisait ce gain-là au cours des prochaines années, ce serait pour Drummondville quelque chose d'extraordinaire. Certains diront, il faut que les bottines suivent les babines. Et c'est pour ça que la qualité de vie, la création de bonheur, c'est notre priorité. C'est notre priorité, entre autres, dans nos choix d'infrastructures. Évidemment, on a été très, très heureux en 2018 d'enfin concrétiser cette annonce d'un nouveau complexe sportif, le complexe sportif Girardin. J'en profite pour remercier les frères Steve et Dave Girardin qui nous ont appuyés dans ce projet-là. On a eu la confirmation au mois d'août d'une subvention du gouvernement du Québec de 7,5 millions pour ce projet-là. C'était la subvention maximale dans le cadre du programme dans lequel on avait appliqué. Donc, on était évidemment très, très heureux parce que c'est un besoin. Besoin d'une glace, parce qu'on a énormément de jeunes, des dizaines de jeunes à Drummondville qui vont jouer au hockey à Saint-Léonard-d'Aston, qui vont jouer au hockey à Actonville, à Richmond, parce qu'on manque de glace. On vous parle de réduction des gaz à effet de serre, on vous parle de mobilité durable, mais on vous dit de mettre vos enfants dans l'auto à 5h30 le matin pour aller à Actonville. Donc, on a ce besoin de nouvelles glaces qu'on va combler par ce centre sportif. Également, une piste d'athlétisme intérieure, et ça, c'est beaucoup venu grâce à la contribution de Girardin parce que c'est une demande qu'on avait du milieu d'ajouter à ce projet-là. Et une surface intérieure pour différents sports, le baseball, le soccer, etc. Et là, ici, je vais me permettre de vous expliquer quelque chose. Je vais vous parler des dimensions de ce terrain de soccer ou baseball ou autre. Parce que c'est important de vous expliquer que quand on fait des choix à la ville de Drummondville, on ne les fait pas sur le rêve. On fait nos choix sur une réalité, sur l'utilisation qu'on va en faire. Donc, il y a quelques années, on a dit, bien, on a-tu besoin d'un terrain à 9 ou d'un terrain à 11? Le terrain à 11, il va servir quand? Bon, on nous a dit, bien, le terrain à 11, il va servir quand on aura besoin d'un terrain à 11, c'est-à-dire à peu près dans 1% des matchs de soccer au Québec. Ah, on pourrait peut-être recevoir des compétitions, ça c'est le fun, mais la priorité pour nous, quand on bâtit des infrastructures sportives, c'est la pratique du plus grand nombre. Vous comprendrez qu'on ne prendra pas l'argent dans vos poches pour recevoir le Québec. De temps en temps, oui, on va recevoir le Québec, mais ce n'est pas la priorité. Et on a dit, bien parfait, alors si on y va avec un terrain comme ça, il va être occupé quel pourcentage du temps? Alors, l'étude des professionnels, le groupe BC2, là, qui n'a rien à livrer à personne, ce groupe-là a rencontré les différents groupes sportifs, les associations sportives, où il y a évidemment des conseils d'administration qui changent avec les années, qui oublient peut-être de se dire qu'ils ont donné leur opinion, puis etc. Et là, on nous a dit, bien écoutez, si vous y allez avec un terrain à 9, 2 terrains à 7, il va être occupé 51 % du temps. Bon, il y a place à la croissance, c'est intéressant. Mais si vous faites un terrain à 11, il va être occupé moins de 30 % du temps. Si vous bâtissez un immeuble chez vous pour vos employés, pour vos enfants, dans les écoles, vous allez vous demander ça va être quoi l'achalandage, vous allez dire bon, on va faire des choix logiques avec ça. Donc, la recommandation des professionnels à ce moment-là, c'était comme le soccer à 11 se pratique surtout à l'extérieur, et très rarement, on va prendre l'ensemble du terrain pour jouer à 11, bien, allez-y avec un terrain à 9 et vous allez répondre à ça. Le Drummondville Olympique était d'accord, l'association de soccer était d'accord à ce moment-là aussi, et c'est le choix qu'on a fait. C'est aussi le choix de dire que le jour où on va louer ça à des groupes, bien évidemment, si on loue plus grand, bien, ça va coûter plus cher. Donc, si on loue plus petit, on va être capable de faire un coût plus avantageux pour les gens parce qu'après ça, il faut l'entretenir, il faut le chauffer, il faut etc. Alors, ce complexe sportif-là, c'est le choix qu'on a fait. Cette année, quand on a eu la subvention, il y a des gens qui nous disent « Ah, y avez-vous pensé? Est-ce que c'est le bon choix? » Alors moi, j'ai dit aux gens à la ville, écoutez, l'étude est là, elle est pertinente, j'y crois. Mais j'aimerais ça que vous validiez quelque chose. Premièrement, Drummondville est en croissance. Est-ce qu'il y a plus de joueurs qu'il y en avait en 2014 quand on a fait l'étude? Puis si on décidait, parce qu'il est bâti pour être agrandi plus tard, de l'agrandir, est-ce que ça va coûter 2 fois plus que ce que ça coûterait maintenant pour l'agrandir? Et dans ce cas-là, il faudra peut-être y penser. En première réponse, on nous a dit l'écart de coût n'est pas très important. Si vous l'agrandissez, puis si vous le faites maintenant, ça va se ressembler. Bon, alors, ça va. Mais qu'en est-il maintenant
des besoins. Est-ce que le 51% du soccer à 9 ou le 20 quelques % du soccer à 11 est encore bon? Alors là, on m'est revenu en disant qu'au Québec, la pratique du soccer avait diminué au cours des dernières années, une baisse d'à peu près 5 %. Ah, ça ne me dérange pas. Drummondville maintenant. Et c'est là que ça devient inquiétant. Parce qu'à Drummondville, pendant cette période-là, la fréquentation ou les inscriptions au soccer ont diminué de 25 %. Alors, vous comprendrez que s'il y a 4 ans, un terrain à 9 était suffisant, s'il y a 25 % de moins de joueurs aujourd'hui, la décision est assez facile à prendre. Et c'est ça la décision qu'on a prise. Parce que si, à chaque fois, on va à la Cadillac des Cadillacs des Cadillacs, bien, à la fin, c'est peut-être 2 projets de moins pour l'ensemble de la communauté. Et c'est ça le choix qu'on a fait sur la grandeur du terrain. C'est la gestion de chaque dollar qu'on va chercher dans vos poches, un dollar utile, pas un dollar qu'on va utiliser à 25 à 26 %. Et là, on a dit à notre partenaire, bien, ça serait peut-être le fun qu'on regarde pourquoi ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau du soccer à Drummondville? Et là-dessus, les gens du Drummondville Olympique sautent aux aguets. Le service des loisirs aussi est là. Et si on réussit à inverser cette tendance-là, bien, assurément qu'on sera là pour soutenir la croissance. Mais actuellement, malheureusement, le besoin n'y est pas. On pourrait aussi bâtir un 2e centre expo à côté. Ça serait bien beau, puis je suis certain que Martin serait content. Sauf que le besoin n'y est pas. C'est ça la réalité avec laquelle on doit composer. C'est ça notre principe, le plus grand nombre. Et c'est le même genre de décision, le même genre d'optique qu'on a adopté quand il a été question d'un choix pour la pratique du hockey. On a dit la nouvelle glace est la priorité. La priorité suivante, ce sera la rénovation de Marcel Dionne. Parce que Marcel Dionne a été bâti il y a maintenant plus de 50 ans. Il y a des travaux qu'on doit y faire. Agrandit pas, il faut mettre 10 à 12 millions dans Marcel Dionne au cours des 3 à 5 prochaines années. Maintenant, il y a des besoins. On le sait, on a la chance d'avoir, moi je pense que c'est la meilleure équipe de hockey junior au Québec actuellement. Les voltigeurs, Rouen, là, ça va planter ça bientôt. Je l'ai dit à la mairesse tantôt, en fin d'après-midi, ils n'ont pas de chance, ils ont trop gagné pendant l'année, on va s'occuper des séries. Maintenant, c'est quoi nos besoins? On a fait le même genre de réflexion il y a quelques années. On en est arrivé à la conclusion que pour Drummondville, le meilleur choix, c'était de transformer Marcel Dionne plutôt que d'aller vers un aréna neuf. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que le coût de l'agrandissement, si on considère qu'il y a 10 à 12 millions à mettre pour l'entretien, est autour de 15 millions supplémentaires. Et qu'est-ce qu'on fait avec 15 millions supplémentaires? Bien, on augmente de plus de 1000 places la capacité. On ajoute 10 pieds à la glace pour avoir une glace qui fait 200 pieds plutôt que 190. On transforme les vestiaires qui doivent être transformés. On est d'accord avec ça. On modifie l'aire d'accueil, de restauration, qui est l'enfer. On se pile ses pieds, c'est vieux, il faut faire de quoi. On ajoute 10 loges à chaque extrémité, on amène les bancs du même côté, on fait ce qu'il faut faire. Et on le fait en respectant la capacité de payer. On doit faire des choix. On nous donne l'exemple, par exemple, de Gatineau qui va bâtir un superbe aréna à 60 millions. Gatineau, 3,7 fois la population de Drummondville. Est-ce que vous pensez que ça va coûter 3,7 fois moins de bâtir un aréna à Drummondville? Non. On va juste être moins nombreux à se partager la facture. C'est ça, la réalité. Alors, on a dit 60 millions dans un aréna neuf, ça compromet d'autres projets à la ville. Est-ce que ça va être l'usine de traitement d'eau ou ça va être l'aréna pour peut-être avoir une fois en 50 ans la Coupe Memorial? Est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que ça va coûter aux gens de Drummondville? Et moi, je vais vous le dire ce que ça coûterait aux gens de Drummondville, un aréna de 60 millions avec 5000 sièges. La taxe, appelons-la la taxe Courteau, c'est une taxe de 80 à 100 $ par année par maison moyenne pendant 25 ans. Donc, si votre maison vaut 200 000 $, ça vous coûte 100 $ par année. Puis, bon, vous êtes tous bons en mathématiques, vous multipliez, ça vaut 400 000, ça vous coûte 200 par année. C'est une taxe que les Drummondvillois moyens n'ont pas les moyens de se payer.
Ils n'ont certainement pas les moyens qu'on sacrifie d'autres projets pour l'ensemble de la communauté. C'est ça le choix qu'a fait votre conseil municipal. Et si un jour, votre conseil, là, puis moi je prends l'engagement, si un jour je pense qu'il faut bâtir cette aréna de 60 millions-là, bien j'appellerai un référendum pour savoir si vous êtes prêt à payer la taxe Courteau. Jamais je vous imposerai la taxe Courteau et jamais mes collègues du conseil voudront le faire. Et ça, on l'a même validé, on en a reparlé pas plus tard qu'hier pour s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde là-dessus. Ce qu'on veut, ce sont des infrastructures sportives efficaces, des infrastructures à la fine pointe. Mais on est capable de le faire à partir de ce qu'on a et on est surtout capable d'en faire plus qu'une parce qu'on fait des choix réalistes. On fera des choix... On fera des choix également au niveau du baseball. On a 2 projets de baseball sur la table, sur la planche à dessin, parce que là, il y a eu, au contraire, une croissance du nombre de joueurs de baseball, quand même assez importante au cours des dernières années. Alors, notre stade, là, on s'entend, lui-ci, il a besoin d'amour. Notre stade, il n'était pas sur notre terrain. Là, on a une entente avec la commission scolaire. Dans nos échanges, on va récupérer ça. Donc là, on va investir. Mais notre première priorité, ça ne sera pas d'investir sur le terrain où quelques équipes vont jouer. Notre priorité, ça va être d'investir sur un complexe 4 terrains pour la pratique des jeunes, pour la pratique des ligues adultes, où il y a le plus de gens possible qui y vont. Travailler sur la qualité de vie de l'ensemble, c'est ça. Et donc, on est en train de développer le concept du complexe de 4 terrains et par la suite, on verra comment on va donner de l'amour à notre stade Jacques-des-Hôtels. 2 autres projets importants qui cheminent, c'est celui de la promenade multifonctionnelle, qui est un projet évidemment qu'on va livrer au cours de l'année 2019. C'est un projet extrêmement important pour Drummondville, 2,5 km à partir du port de la Traverse jusqu'au parc des Voltigeurs et aussi une amélioration des infrastructures entre les 2 ponts pour permettre aux gens de se retrouver, profiter du plein air, de beaux arbres, etc. Donc ça, c'est un projet important, comme celui de présenter les Jeux du Québec en 2022. Et pourquoi les Jeux du Québec? Vous allez dire, bien là, on vient de dire le plus grand nombre. Oui, justement. Parce que si on regarde l'impact qu'ont eu les Jeux du Québec hiver à Drummondville en 2015, ça a donné du gaz, ça a donné le goût à nos organismes qui travaillent pour les jeunes dans ces sports-là. Et là, on dit, mais pourquoi ceux dont les sports sont présentés l'été, ces associations-là ne pourraient pas profiter aussi de cet afflux d'énergie? Alors, c'est pour ça qu'on travaille, qu'on est là comme ville candidate avec 2 autres villes, la ville de Rimouski et la ville de Châteauguay. Évidemment, on leur dit déjà, meilleure chance la prochaine fois. C'est quand même des gens gentils, on les apprécie, mais on n'a pas l'intention de les laisser nous devancer. On a des projets importants aussi au niveau culturel. Vous savez, on travaille sur la salle Cabaret, une salle pour présenter des spectacles autrement que dans la magnifique salle qu'on a déjà à la Maison des Arts, mais vraiment un peu plus up-to-date, quelque chose assister à un spectacle debout. Hein? Il y a des spectacles qu'on va voir, on a moins le goût d'être assis, d'autres, c'est le contraire. Donc, la Maison des Arts fait un travail phénoménal de ce côté-là et je tiens à le souligner. On est vraiment là à l'étude des sites et je vous donne en mille que actuellement, les sites qui sont étudiés sont des sites qui se retrouvent en plein centre-ville, dans le cœur du centre-ville actuel et c'est là qu'on veut aller installer la prochaine salle de spectacle qui se développera à Drummondville. Alors, on espère qu'au cours de la prochaine année ou rapidement, on aura des annonces à faire. Les parcs occupent aussi une place importante dans la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. On a un plan quinquennal, on a un plan pour 5 ans, 10 millions de dollars pour améliorer nos parcs, pour les verdir, pour améliorer le mobilier, pour avoir des jeux d'aujourd'hui, des jeux qui sont plus près des besoins des jeunes, qui ont changé, qui tiennent compte de l'âge, de l'évolution des différents quartiers. Donc, cette année, entre autres, la première phase du parc de la Seigneurie dans le secteur de la commune, où il y a eu, sous l'impulsion de mon collègue William Morales, une consultation publique récemment. On réfléchit avec les gens sur leurs besoins. Il y aura différentes phases. On a déjà en tête d'arriver dans ce parc-là avec notre 2e patinoire extérieure réfrigérée. Et on sait qu'il y en aura d'autres à Drummondville au cours des prochaines années, parce qu'avec l'adaptation au changement climatique, c'est aussi une réalité. Hein, parce que je vous ai parlé de 14 redoux tout à l'heure. Les redoux, on pourrait les faire compter par les gars et les filles qui déneigent les patinoires, qui les arrosent, les patinoires extérieures, entre autres, soutenus par nos centres communautaires. Alors, il y a des investissements
important pour adapter nos parcs, pour les moderniser. On veut faire pareil et on fait pareil avec nos piscines. La prochaine piscine, celle qui va devenir une piscine signature pour Drummondville, c'est la piscine du parc Wadiat. Il y a des travaux importants qui sont prévus là au cours de la prochaine année. Ma collègue Catherine Lassonde, qui est la conseillère du centre-ville, a travaillé très fort avec le service des loisirs pour développer le concept avec les gens du réseau aquatique également. C'est plus de 6 000 personnes qui sont allées en 2018. Puis peut-être que vous autres ici, vous avez pas mal des piscines dans vos cours. Mais quand on travaille pour le monde, quand on travaille pour la qualité de vie de ces gens-là, bien souvent, nos gens qui habitent dans des appartements où il n'y a pas l'air climatisé l'été, c'est ces gens-là qui ont le goût d'aller à la piscine. Bien, on veut leur donner aussi un milieu de vie agréable, un milieu de vie intéressant. Donc, 6 corridors de nage, évidemment, système de filtration, dernier cri, des plongeons 3 mètres, 5 mètres, niveau système de chauffage, parce que cette piscine-là, hein, vous savez, elle est en contrebas, donc elle est plus difficile, on a plus de difficultés à garder l'eau chaude. Donc, il y aura évidemment des investissements de ce côté-là. Des investissements aussi au niveau des vergers urbains. Un deuxième verger urbain va voir le jour cette année dans le secteur du Vigneron. J'ai eu énormément de bons commentaires de la population cet été sur les fines herbes qu'on a plantées dans les boîtes à fleurs du centre-ville où les gens pouvaient aller se servir. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Vous aviez le droit, ce n'était pas de l'herbe à poux, ce n'était pas du cannabis, c'était clairement des fines herbes que vous pouviez aller chercher. Donc, je vous encourage à continuer à y aller. Il y aura en 2020 un 3e verger urbain, le lieu est à déterminer. On invite les gens à les cueillir, mais aussi on vient chercher ce qu'il y a pour soutenir, entre autres, le comptoir alimentaire qui fait un travail extraordinaire chez nous. Évidemment, la qualité de l'eau, c'est une préoccupation de tous les instants. Je vous ai dit l'année dernière qu'on réfléchissait, est-ce qu'on doit bâtir une nouvelle usine? Est-ce qu'on doit rénover l'usine actuelle? On a pris une décision au cours de la dernière année, c'est celle de bâtir une nouvelle usine. Premièrement, le coût était semblable. Avec l'évolution, l'analyse, on nous disait que le coût était semblable. Bâtir une nouvelle usine plutôt que rénover, c'est réduire le risque de dépassement de coûts, hein, parce que quand on essaye de travailler dans quelque chose qui est déjà là, des fois, on a des mauvaises surprises. C'est aussi plus risqué d'avoir des coupures de service pendant les travaux. Puis l'eau, c'est comme essentiel. Donc, les coupures de service, là, la gang à la ville n'en veut pas trop. Ce n'est pas ce qu'on vise. Donc, ça vient réduire les risques et ça vient diminuer de façon importante les délais de construction. Parce que là, on bâtit, on continue et à la fin, on fait juste. Bon, moi, je vais dire juste, là, les ingénieurs dans la salle vont dire que c'est peut-être plus simple que ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va nous demander d'aller tout simplement tourner quelque chose, une manivelle, puis ça va être terminé. Ça va être plus compliqué que ça. Ça sera plus fiable, plus efficace, plus robuste. C'est un projet de 70 millions de dollars. On espère finaliser au cours de l'année le montage financier. Il y a des programmes de subventions qui s'en viennent. On est déjà en train de préparer les plans et devis, les appels d'offres sont faits. Et fin 2020, on devrait aller en appel d'offres pour la construction d'une usine qui serait mise en service à la fin 2023. Ça vous paraît loin? C'est demain. Et surtout, si on avait choisi de rénover, ça aurait été 4 ans de plus. Alors, c'est important pour nous. On a mis aussi en place récemment un programme pour le nettoyage des graffitis. La Ville dit, j'ai un immeuble, on fait des graffitis dessus, des fois, on dit, c'est-tu encore à moi à payer, etc. Puis ça vient un petit peu ternir l'image de notre ville, de notre centre-ville. Alors, notre souhait, c'est que les gens portent plainte pour faciliter le travail de la police. Et si les gens font ce bout-là, bien nous, on va aller les nettoyer par la suite. C'est un programme qu'on vient de mettre en place. Tout ça, c'est pour contribuer à améliorer l'expérience au niveau des citoyens. Mais ça, l'expérience citoyenne, c'est la qualité des services, c'est l'accueil, c'est l'évaluation. Alors, dans notre planification stratégique 2017-2022, on en a fait une priorité, la question de l'expérience citoyenne. 2 projets. Participation citoyenne, j'en parlerai tantôt brièvement, mais également centralisation du service aux citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est que depuis octobre dernier, l'ensemble des gens des services travaillent fort pour réaliser une transformation organisationnelle sur la façon dont on va répondre à vos besoins, dont on va répondre à vos demandes, à vos priorités. C'est un projet qui va voir le jour
en 2020, comme on l'avait prévu. Ça paraît peut-être simple, hein? Vous avez juste à ramener tout le monde, c'est ça, centraliser. C'est beaucoup plus que ça. Qui va être gagnant? Bien évidemment, c'est la population, c'est vous qui allez être gagnant. Qu'est-ce que ça va changer? Bien, on est convaincu que vous allez avoir un service qui est plus rapide, un processus qui est plus simple, une prestation qui est plus efficace, une relation, une expérience qui, somme toute, sera plus agréable quand vous allez communiquer avec nous. Je vous disais que des fois, je me sentais un peu comme la balle de ping-pong entre Québec et Ottawa. Puis on sait que des fois, vous vous sentez aussi la balle de ping-pong entre nos services à la ville, puis c'est long, puis vous attendez, puis etc. Ce qu'on veut, c'est améliorer ça. Donc, de quelle façon? Une seule porte d'entrée à la ville, un seul numéro de téléphone, 311. C'est facile à retenir. Faites pas 911. Le service va être rapide, mais peut-être que ce ne sera pas le service que vous attendez. 311, vous communiquez là, et là, bien, on sera capable de vous répondre. C'est un point de service unique. À l'exception, évidemment, des services de la bibliothèque publique, parce que vous comprendrez qu'on ne vous demandera pas de passer à l'hôtel de ville ou d'appeler au 311 avant d'aller à la bibliothèque. Le service d'urbanisme, qui est finalement le service physiquement voisin, et la cour municipale également, qui va continuer d'exister. Alors, peu importe le moyen que vous allez choisir pour communiquer avec nous, c'est la même gang qui va y répondre, donc qui a les mêmes renseignements, qui va connaître l'ensemble des informations à vous donner, que ce soit par téléphone, que ce soit en personne, par courriel, sur Facebook, sur Twitter. C'est le même service, simple, rapide, efficace et surtout agréable. Un des derniers points que je vais aborder ce soir, c'est toute la question de la Fortissimo. Fortissimo, un site d'1 million de pieds carrés en plein centre-ville. Vous pensez peut-être que je ne suis pas objectif, mais on m'a quand même confirmé que ce que je vous dis est vrai. C'est qu'il n'y en a pas de ville au Québec qui ont 1 million de pieds carrés à redynamiser, à transformer au centre-ville. On est particulièrement choyé. C'est un projet qui est extrêmement structurant parce que la Fortissimo, ça se retrouve à proximité de tout. Dans un rayon de 5 minutes, 10 minutes de marche, 15 minutes de marche, vous avez tout. Vous avez les épiceries, vous avez la gare, vous avez le terminus urbain, vous avez la bibliothèque municipale, vous avez des écoles, vous avez l'hôpital, vous avez tout. Vous avez même la SAQ à proximité. Il n'y a rien qui manque autour de ça. Donc, il ne faut pas manquer notre coup parce qu'on est les seuls à avoir un espace comme ça. Alors, on a commencé dès 2014. Avis de réserve sur les terrains. Ça veut dire, nous, là, ces terrains-là, vous ne ferez rien sans nous en parler, on va les acheter. C'est ce qu'on a fait. Et là, on arrive avec l'adoption du plan final. L'objectif, là, ce qu'on demandait à nos consultants, c'était simple. C'était de faire de la Fortissimo un modèle de vie diversifié, un modèle à échelle humaine qui mise sur les meilleures pratiques de développement durable d'aujourd'hui et de demain. Hein, on veut voir plus loin que 2021 ou tout ça. On dit dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui va être gagnant? Est-ce qu'on peut identifier ça? Par ailleurs, le concept doit célébrer l'authenticité du lieu, cultiver une ville vivante, créer un milieu de vie qui est orienté sur les gens, qui est agréable à vivre et où on peut passer du bon temps. Alors, finalement, le plan qu'on a adopté, le plan final, je dirais, les grands principes, les lignes directrices qui ont été retenues, bien, d'une part, favoriser une cohérence globale dans la composition architecturale des immeubles. Cohérence globale, ça ne veut pas dire tout pareil, surtout pas tout pareil, mais une cohérence, quelque chose qui s'intègre bien, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est agréable. Et je pense qu'on va réussir. Un plan directeur qui doit célébrer la mémoire du lieu dans la conception du quartier. On ne peut pas, là, tout d'un coup, dire que ce qu'il y a eu là, on ne veut plus s'en rappeler, on oublie ça. Donc, il y aura dans l'architecture des rappels historiques de la vocation de ces terrains-là au cours des années. On veut mettre en valeur le patrimoine bâti, créer une expérience qui est riche, qui est à échelle humaine dans la taille, dans la matérialité des espaces publics et dans la hauteur des immeubles. Alors, il n'y aura pas là une série d'immeubles à 12 étages. Il va y avoir là des immeubles à taille humaine, en moyenne de 4 étages, parce qu'il faut densifier. On est au centre-ville, avec un maximum de 5 étages. On veut créer une qualité de succession, de seuil, des transitions douces entre les zones publiques, les zones privées, parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont aller se promener là, mais il y a des gens qui vont y habiter. On veut que des gens y habitent. On va créer des espaces urbains de qualité, hiérarchiser l'échelle des espaces publics, des rues, pour varier l'expérience, choisir l'éclairage en conséquence,
Pour les piétons, un mobilier qui est propice à l'interaction, pas du chacun pour soi, où on pourra échanger, rencontrer des gens. Intégrer les aires de stationnement sous les îlots en demi-niveau. Hein, on va dire stationnement souterrain, est-ce qu'il va en avoir? Oui, un petit peu, mais ça coûte beaucoup plus cher. Y a-t-il un moyen de ne pas créer des mers d'asphalte? C'est ce qu'on veut faire avec des aires de stationnement en demi-niveau pour éviter les îlots de chaleur. Alors, 600 espaces de stationnement sur le site pour les résidents et les visiteurs, 450 souterrains et 150 sur rue. Alors déjà là, vous voyez un changement, une évolution dans notre mentalité drummondvilloise. On veut connecter le quartier avec les éléments naturels du site. Vous allez penser à la rivière, évidemment, en premier, par la création d'une promenade riveraine, l'extension d'une coulée vers la ville. Donc, promenade riveraine, bien, ce qu'on imagine là, c'est une promenade surélevée qui donne de l'ampleur. Un boardwalk, si vous me permettez l'expression anglaise. On veut aussi avoir cette coulée, donc, de la rue Herriot, voire jusqu'à la rivière, et être en mesure de marcher le long d'une coulée, donc où on va, par exemple, utiliser les bassins de rétention pour amener là de l'eau et faire en sorte que c'est agréable d'y être. Il y aura également une tour belvédère avec une vue sur la rivière où on pourra monter. Pourquoi? Bien, pour rappeler le lieu, on utilisera la forme des châteaux d'eau qui étaient sur le site historiquement. Donc, c'est un rappel historique, mais c'est aussi une occasion de se promener, de profiter du plein air. On veut maximiser, je l'ai dit, les percées visuelles sur la rivière avec cette vue de la rue, à partir de la rue Herriot jusqu'à la rivière. Les espaces publics, maintenant, bien, il faut créer des espaces publics riches. Créer un pôle culturel, une grande place publique pour accueillir des activités. Qu'est-ce que ça va donner en termes de résidence? 374 appartements condos selon les plans actuels. 228 petits, donc des appartements d'une chambre, 116 intermédiaires à 2 chambres et 50 grands à 3 chambres. 79 maisons de ville, 16 petites, 120 mètres carrés, 52 moyennes, 150 mètres carrés et 11 grandes maisons de ville de 215 mètres carrés. Je veux remercier d'une façon particulière les 12 membres qui complètent le conseil municipal avec moi, nos 12 conseillères et conseillers. On a à Drummondville une équipe constructive, une équipe unie. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'on a à Drummondville une politique municipale non partisane. Et ça, c'est extrêmement important. On est tous partisans de la qualité de vie des citoyens et c'est ça qui fait avancer les choses. Et quand il arrive des nouvelles personnes, ils s'intègrent à cette mentalité-là. Ils s'intègrent à cette vision-là qu'on a développée à Drummondville depuis 30 ans. Et je vous le dis, il ne faut pas perdre ça. Appuyez vos élus. Soyez là pour les soutenir. Hein? C'est toujours la même chose. Quand on demande aux gens d'agir, il y en a beaucoup moins que quand on demande aux gens de s'impliquer. Quand on demande aux gens de critiquer, ils vont faire la file pas mal plus facilement que quand on leur demande de poser des actions. Et c'est un petit peu sur cette image-là que je veux vous laisser, vous dire merci beaucoup. Et vous savez, des fois, la vie nous amène à réfléchir, à faire des choix pour notre ville, à faire des choix pour nous-mêmes, à faire des choix pour nos familles. Je vous invite, et moi je l'ai fait, je vous invite à continuer de choisir Drummondville. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde.